avait une grande question et nous allons passer au slide suivant. Donnez la parole à... Ah bah oui, c'est ça. Ah bah tu peux. Alors, C'est parce que... Je vous présente à vous. Je m'appelle Pacom Christian Kipré. Je suis cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, où je m'occupe des élèves qui sont en grande difficulté scolaire, détachés dans un collège dans le 20e arrondissement de Paris. Je suis de formation universitaire journalistique. Donc je suis à la fois écrivain, journaliste, éducateur, enseignant, enfin, je fais beaucoup de choses. Et donc j'ai écrit un livre que je vous présente. Je suis venu avec quelques exemplaires pour ceux qui en voudraient après pour en passer aux dédicaces, qui s'intitule Au malheur des dames. Donc Madame Yondieu, qui est la présidente de AGI, a bien voulu que je vienne vous en parler. Hier j'étais avec Madame la ministre on était ensemble hier à un after-work d'une puissante association qu'on appelle AGI, où j'ai présenté mon livre, j'ai fait les dédicaces. Donc j'ai écrit Au malheur des dames. Alors, il s'agit de quoi? Avant Au malheur des dames, j'ai écrit ça. C'est une trilogie qui parle de mon enfance. Je suis le petit frère de Prudence. Et toute notre histoire est consignée dans ces petits livres-là. Elle et moi. Voilà. C'est trace d'une enfance tardive. Et Au malheur des dames, qui est sorti au mois d'août l'année dernière, traite évidemment du thème de la femme. Et pour ceux qui connaissent Émile Zola a écrit Au bonheur des dames. Au malheur des dames. Moi, j'ai fait Au malheur des dames. Pourquoi Au malheur des dames? J'aime beaucoup Zola, donc j'ai voulu le tricher un peu, faire un jeu de mots. Et ce livre, il parle de la condition de la femme dans les sociétés, et principalement en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. Et c'est des histoires qui sont vraies et qui sont poignantes. Pourquoi elles sont poignantes? Tout à l'heure, le docteur Mouyaté a fait un brillant exposé c'est une richesse qu'elle a donnée. Et dedans, j'ai retrouvé beaucoup de choses dont j'ai traité. Je crois qu'on a beaucoup de choses en commun. Et donc, dans ce livre, déjà, l'homme est le bourreau de la femme. Ça, c'est un fait. Moi, je me suis mis ça en tête parce que je ne veux pas m'en vanter, mais j'ai beaucoup d'expériences autour de moi où j'ai assisté à des cas de mamans qui sont même mortes parce que le papa n'a pas assuré. Et quand je dis n'a pas assuré, ce n'est pas que de la violence physique. Souvent, la violence peut être silencieuse. Et elle vient du père. Et dans nos sociétés, on demande toujours à la femme de laisser tomber. C'est pas grave, c'est ton mari, il y a les enfants. Mais je crois que c'est une conception ancestrale. C'est-à-dire nos mamans, les générations, on ne se rend pas compte que les générations ont changé. Nous, par exemple, nous sommes 9. Quelle femme aujourd'hui accepterait de faire 9 enfants? C'est ça. Les femmes des années 20, les femmes des années 30. Nous, par exemple, notre maman a eu 5, 6 sœurs qui ont fait chacune 10 enfants. Vous voyez? Donc, les familles africaines, c'est des smalas. Voilà. Donc, de ce simple fait-là, on dit que le nom de l'homme est déjà gâté. Mais, il y a une violence que subit la femme qui est tue, c'est la violence faite aux femmes par les femmes. Et ça, il faut qu'on brise ce tabou-là. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle, parce que toutes les formes de cancer que les femmes ont eues, c'est forcément déclenché par des émotions qu'elles ont subies. Des frustrations. Tout à l'heure, je vais vous lire un extrait. Je pense qu'on va y aller là.
Alors, voilà. C'est une histoire qui se passe entre deux sœurs. Le titre de cette texte s'appelle Les Sœurs Fâchées. Je me suis inspiré du film de Catherine Fro. Voilà, deux sœurs, Catherine Fro et Mathilde Seigné. Mais là, c'est un cas typique dans les familles où, par exemple, la grande sœur Oumou va éduquer sa petite sœur. Entre elles, il y a au moins 10 ans, 15 ans de différence. Et la grande sœur Oumou ne la voit pas grandir. Et au moment où elle va passer le pas pour avoir un mari, on la retient. Non, c'est pas un bon monsieur, il va te faire souffrir. Entre-temps, la petite sœur a élevé les enfants de sa grande sœur. Et le jour où elle franchit ce pas-là, ça y est, toute la communauté familiale est contre elle. On la table, on la traite de sorcière, de méchante, de mauvaise. Et ça, c'est des choses qui peuvent tuer. Donc je vais vous lire un extrait. J'ai toujours évolué dans l'ombre et le sillage de ma sœur aînée. Nous sommes toutes les deux nées au sein d'une famille de 6 enfants. Je fermais la lignée. Elle arrivait en seconde position après mon frère Paul, cet autre bijou de nos parents. Elle également était une pierre précieuse chère aux yeux de ceux-ci. Dans cette ribambelle joyeuse, les 4 autres derniers, comme on nous nommait, formions un autre bloc. Un quatuor que toute la communauté éducative et familiale dissociait des 2 aînés. Durant toute notre enfance à la maison, il n'y en avait que pour eux. Cela était sans doute fait sans intention de nuire. De nombreux parents dans les familles qu'ils érigent ne se rendent pas compte des inégalités de traitement qu'ils instaurent entre leurs enfants. Ces états de fait qui finissent bien souvent en guerre chaude et froide dans des moments où les parents ne maîtrisent plus les faits et actes posés par leurs gosses une fois devenus adultes. Bien souvent, ils sont couchés à 20 000 lieues sous terre après avoir exposé leurs enfants à un destin qui va fracasser leur vie. Les plumes laissées dans des histoires de déchirements fratricides étant celles que les frères et sœurs avaient de plus chères. Ma sœur avait reçu un amour inconditionnel en famille. Je me suis consolé en me disant que s'il procédait ainsi, c'était dans l'intention de la préparer à nous encadrer. Particulièrement moi, sa sœur, vu que nous n'étions que 2 et que j'étais sa cadette. Nous avions 7 années de différence d'âge. Lorsque nous étions gamines, j'étais, comme on disait en famille, son sac à main. Elle ne savait ni ne pouvait pas faire un pas sans moi à ses côtés. Dans cette relation qu'elle avait mise en place, je la servais. Son droit d'aînesse était un passe-droit qui suffisait à faire de moi celle qui devait obéir. Sans broncher, comme un agneau conduit à l'abattoir, évidemment nos parents avaient été acteurs partisans de cette situation instituée. Ma sœur s'appelait Octavie. Elle était brillante dans ses études. Une tête qui faisait la fierté de nos parents. On l'a citée en exemple dans les établissements où elle avait été ma dévancière. Lorsque j'étais arrivé là, bien longtemps après elle, les comparaisons les plus idiotes de l'équipe pédagogique étaient mon lot quotidien. Je devais être à son image, brillante, intelligente et entreprenante. On me traitait d'indolente et de paresseuse notoire. Mes professeurs disaient que j'avais du potentiel et que je me contentais du strict minimum. Pour enfoncer le clou, certains se permettaient de dire que je n'honorais pas ma famille. Ils disaient tout ce que je manquais d'ambition, un vocabulaire que je ne comprenais pas à mon si jeune âge. C'est dans cette phase-là que j'ai ressenti les premières frustrations qui étaient d'une violence inouïe. J'étais jeune, innocente et un peu je m'en foutiste. Mon avenir, je l'imaginais déjà qu'à la suite de ma sœur Octavie. J'en étais même arrivé à me dire que ce serait tant pis pour moi si je ne réussissais pas mes études. La solution était toute trouvée. Je serais sa chaperonne, je serais sa servante, une sorte de dame de compagnie. Je faisais un magnificat qui me séduisait. Elle avait une fois dit à notre mère, alors qu'elle partait faire ses études supérieures au Canada, « Quand je reviendrai m'installer, je prendrai Laurentine, moi en l'occurrence, chez moi à la maison. » Elle partit, puis revint éteint parole. J'étais devenue sa dame de confiance et de compagnie. C'est en tout cas l'impression que la feuille de route de mes nouvelles missions de sœur servante me donnait. Des directives qui faisaient de moi le numéro 2 de sa maison. Une demeure familiale qui fonctionnait telle une entreprise. Ma sœur était carriériste. Elle vivait entre 2 avions. Elle était abonnée aux missions, colloques, conférences et autres symposiums internationaux. Son époux Gustave était lui directeur d'un important service de la fonction publique. C'était un homme avenant, sympathique et généreux. Ils avaient eu 3 enfants. La naissance de mes neveux et nièces avait rajouté sur mon CV la casquette de nounou agréé.
je les avais longés, bercés, bordés. Ils avaient fini par s'habituer plus à moi qu'à leur mère. J'étais leur petite maman. De nombreuses femmes aujourd'hui font semblant de croire qu'être carriériste ne les expose pas à des échecs. Il faut savoir faire des lectures sur des choix de vie et tirer les conclusions par déduction. Mais la part du gain plane toujours au-dessus du lot. Un de ces soirs, alors que ma sœur était à Zanzibar où elle participait à un forum, il s'est passé une scène qui avait été l'objet et le départ de nos tensions. Son mari avait reçu des amis de leur cercle à la maison. J'étais habitué à ce genre de sauterie qui regroupait des adultes. J'étais de corvée à faire des grillades dorées, à braiser des Saint-Pierre charnus, à concocter des kédiounous fins pour leur dîner. De Zanzibar où elle était, ma sœur me téléguidait. Je devais exactement faire ce qu'elle voulait pour que les invités soient satisfaits. S'il arrivait une situation dans laquelle j'étais empêtré que je devais m'adapter à celle-ci, elle me traitait de tous les noms d'oiseaux qu'une aînée pouvait s'autoriser sur sa benjamine. Le plus souvent, elle caracolait avec le terme idiote, en rajoutant des services à sa méchanceté verbale. C'était parfois cette expression insultante-là. Toi la même, tu bois de l'eau par tes narines ou quoi? Tu es parfois bête comme ton pied gauche. Elle en avait une bien belle qui me faisait vomir lorsqu'elle me la sortait. Tu es une CDI diplômée. Elle me disait que ça voulait dire conne à durée indéterminée. Puis elle me raccrochait au nez, énervée et furieuse. Je me sentais seul avec ma honte en ces instants-là. Le bruit du sonore du téléphone jouissait dans mes mains. Lorsque je revenais à la réalité, c'était les visages des servantes de la maison que je croisais. Je n'avais donc pas été seul pendant la scène en fait. Elles rigolaient sournoisement de ma déconvenue. Elles avaient entendu la conversation entre notre patronne et moi. Le téléphone avait été sur le haut-parleur. Puis, me sentant agressé, je l'avais retiré. Mais ma sœur hurlait tellement fort qu'il aurait mieux fallu que je le laisse en l'état pour qu'elle en profite totalement. La violence faite aux femmes et par les femmes est d'une cruauté impressionnante. Quand ces femmes-là s'érigeaient en reines, princesses et marquises, en raison de leur ascension à une dimension d'une échelle sociale importante dans la société, elles écrasaient sur leur chemin tout ce qu'elles rencontraient au profit de leur jouissance cérébrale. Cela leur permettait de comporter leur casquette de leader et d'être reconnus comme les hommes parmi les femmes. En gourou, on parle de l'étagonné. Sauf que les femmes de la dite société étaient vaillantes et travailleuses, elles inspiraient la crainte, le courage et forçaient l'admiration sans nuire à autrui. Ce soir-là, Gustave avait réuni des membres de son sérail pour fêter les galons des capitaines de son meilleur ami Cheikh. Ces deux-là, il fallait être dans le secret des dieux pour être au fait de leur amitié. Une enfance vécue et partagée au cœur d'un quartier de famille amis qui avait fréquenté les mêmes écoles, fait les mêmes internats et l'université. C'est mon ami tout à fait, on a tout fait ensemble, aimait me dire Gustave à répétition. Et je ne savais pas dans quelle intention il me le disait. Pendant la soirée, cette bande de guerres hurons en état d'ébriété avancée produisait un bruit intense dans le pavillon. Gustave exigea que je vienne m'asseoir parmi eux pour participer à la beuverie. Viens t'asseoir près des chèques. Viens prendre un verre avec nous. C'est la fête et tu travailles pour. Bon, on va arrêter là. Pour ceux qui vont prendre le livre, voilà, il est très intéressant. Vous allez voir après, il y a beaucoup d'histoires comme ça que je raconte. On peut déjà imaginer ce qui s'est passé à la suite de cette histoire. Voilà, c'est que la petite sœur, le beau-frère a présenté son copain, le copain l'a épousé, la grande sœur a trouvé sa jalouse, la famille, les parents se sont mis dedans, ça a créé un truc phénoménal. Parce que à la fin, c'est la petite sœur qui sauve la grande sœur parce que la grande sœur a perdu son poste, la petite sœur avait été élevée par son mari. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on va discuter après de tout ça. On va repartir sur le docteur, et puis la petite, et puis Lou, et puis après, tous ceux qui ont des questions, et puis après peut-être qui veulent prendre le livre, on va faire des dédicaces après. Je vous remercie beaucoup. Et puis félicitations parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont là, ça me fait plaisir de vous voir. C'est ça, il faut toujours venir quand les femmes nous invitent, parce qu'elles ont besoin de nous. On dit que nous sommes le sexe fort, mais je ne le crois pas. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont établis. Les sexes forts, c'est les deux sexes. Nous sommes forts, elles sont fortes. C'est pour ça que tout à l'heure, Mme Kouyaté parlait de partenariat, c'est excellent. On est obligé d'utiliser des termes, j'allais dire, de l'entreprise pour parler de trucs de la société civile, mais c'est vraiment un partenariat quand on veut être
heureux en couple et même dans la vie. Voilà. Même en amitié aussi, ça va.